Dans le monde du spectacle, certaines révélations passent, et d'autres arrêtent net le regard. Cette histoire appartient clairement à la seconde catégorie. Derrière le sourire, la liberté de ton et la présence si singulière d'Isabelle Mergo, un détail inattendu refait surface et bouleverse l'image que beaucoup pensaient ne connaître. Un amour discret, longtemps resté dans l'ombre, intrigue aujourd'hui autant qu'il émeut. Et lorsque ses propres mots évoquent un homme très très beau, le mystère devient encore plus saisissant. Alors, que cachait vraiment ce lien tenu secret? Et pourquoi cette confidence provoque-t-elle un tel choc? Derrière les hommages, derrière les voix tremblantes et les regards baissés, quelque chose d'autre commençait à circuler, plus discret, presque irréel. Comme si, au milieu du chagrin, une porte s'entr'ouvrait sur une part d'elle qu'elle avait toujours protégée avec une fermeté admirable. Isabelle Mergo avait quitté la scène sans bruit, fidèle à elle-même, après avoir caché sa maladie au plus grand nombre. Sa disparition, annoncée par ses proches et relayée par Laurent Ruquier, avait bouleversé le monde artistique. Plusieurs médias ont ensuite rapporté qu'elle luttait contre un cancer du poumon devenu métastatique. Et c'est justement là que le trouble grandissait. Parce qu'en repensant à ses dernières prises de parole, certains se souvenaient soudain d'une confidence laissée presque à voix basse, comme un mot échappé malgré elle. Rien de théâtral, rien de construit pour attirer la lumière. Au contraire, cela ressemblait à ces aveux qui naissent dans un instant de relâchement, quand la vigilance tombe et que la vérité, enfin, glisse entre deux phrases. Un homme partageait sa vie. Un homme dont elle n'avait jamais voulu faire un sujet, encore moins une exposition. Elle, qui savait si bien faire rire, avait aussi su bâtir autour de son intimité un silence presque impénétrable. Alors, dans les jours qui suivaient, ce secret prenait une force nouvelle. Non pas comme un scandale, mais comme une révélation poignante. Car tout à coup, l'image publique s'élargissait. On ne voyait plus seulement l'artiste au verbe libre, la femme brillante, l'ami fidèle, la personnalité que tant de gens pensaient connaître. On devinait une autre présence, plus douce, plus enfouie, presque invisible jusque-là. Quelqu'un avait été là pendant que la douleur avançait. Quelqu'un avait occupé cet espace que le public n'avait jamais vu, cet espace entre la peur, le courage et les nuits trop longues. Et plus ce mystère revenait à la surface, plus il fascinait. Parce qu'il disait quelque chose de très profond sur elle, sur sa manière d'aimer, sur sa manière de souffrir aussi, sans témoin, sans mise en scène, sans demander la moindre pitié. Elle avait choisi de garder pour elle ce qui, chez d'autres, aurait été livré au regard de tous. Comme si protéger cet homme, protéger ce lien, était une dernière façon de garder la main sur sa propre histoire. Et dans cette retenue, il y avait soudain quelque chose de bouleversant. Car derrière le deuil que tout le monde partageait, commençait à apparaître l'ombre d'un amour que presque personne n'avait vu venir. Et c'est là que le voile s'est vraiment soulevé. Non pas d'un geste spectaculaire, mais presque malgré elle dans ce ton franc, direct, un peu désarmant qui lui ressemblait tant. Au micro de RTL, Isabelle Mergo avait laissé tomber une phrase simple, presque nue, et pourtant d'une puissance incroyable. Elle ne partageait pas son toit avec quelqu'un, disait-elle, mais oui, il y avait bien une relation. Quelques mots à peine, et soudain tout changeait. Parce que venant d'elle, ce n'était pas une confidence ordinaire, c'était comme une fissure dans un mur qu'on croyait infranchissable. À partir de cet instant, l'attention ne s'était plus relâchée. On sentait qu'il existait derrière cette phrase une histoire beaucoup plus dense, beaucoup plus intime que celle qu'elle acceptait de montrer. Puis, lorsqu'elle avait consenti à en dire davantage dans Closer, la surprise avait pris une autre dimension. L'homme dont elle parlait n'était pas apparu par hasard dans sa vie. Il était déjà là depuis longtemps, dans un autre rôle, à une autre place, presque à l'arrière-plan. Elle l'avait embauché au moment d'un tournage parce qu'elle avait besoin d'un chauffeur, d'un homme capable de l'assister et de la protéger pour qu'elle puisse rester entièrement concentrée sur son travail. Ce qui n'était au départ qu'une organisation pratique s'était transformé, lentement, en quelque chose de plus troublant, de plus profond. Et c'est peut-être cela qui rend cette histoire si saisissante.
rien ne semblait écrit d'avance. Il n'y avait pas le décor habituel des romances trop commentées, ni les apparitions calculées, ni le besoin d'afficher un bonheur au grand jour. Il y avait seulement une proximité née dans les coulisses, dans les heures longues, dans la confiance répétée, dans cette manière qu'ont certaines présences de devenir indispensables sans faire de bruit. D'abord, il était celui qui accompagnait, celui qui veillait, celui sur qui l'on peut s'appuyer sans même y penser. Puis, un jour, sans qu'on sache exactement quand la frontière s'était déplacée, il était devenu bien davantage. Ce glissement discret dit beaucoup d'elle. Il raconte une femme qui ne séparait pas artificiellement la vie de l'émotion. Une femme capable de laisser entrer quelqu'un non pas par le grand fracas d'un coup de théâtre, mais par la constance, par la fiabilité, par la force tranquille. Et lorsqu'elle le décrivait comme un homme très très beau, il y avait dans cette formule quelque chose d'à la fois léger et bouleversant. On entendait presque un sourire derrière les mots, mais aussi une admiration intacte, presque juvénile, comme si cette part secrète d'elle-même avait conservé le droit d'être touchée, séduite, émue. Alors peu à peu, cette silhouette masculine cessait d'être un simple détail de confidence. Elle prenait corps dans l'imagination de tous. Non comme une figure mondaine, mais comme une présence réelle, solide, déjà enracinée dans son quotidien, bien avant que le public n'en soupçonne l'existence. Et plus on reconstituait ce chemin, plus une question silencieuse s'imposait. Qu'avait-il représenté pour elle, dans cet espace si protégé où elle ne laissait presque jamais personne entrer? Et plus ce portrait avançait, plus il devenait troublant. Parce qu'Isabelle Mergo, d'ordinaire si vigilante dès qu'il s'agissait de sa vie privée, n'avait cette fois presque rien retenu de son admiration. En parlant de lui, elle ne cherchait ni la formule élégante, ni la distance prudente. Elle disait les choses comme elles venaient, avec cette spontanéité qui la rendait impossible à imiter. Très très beau, baraqué. Ces mots-là avaient jailli avec une franchise presque tendre, comme si, l'espace d'un instant, elle avait oublié de se protéger. Et dans cette simplicité, on entendait bien plus qu'une description physique. On entendait le regard d'une femme encore saisie, encore touchée, encore vivante dans son désir d'être émue. Autour d'elle, très peu de personnes connaissaient réellement l'existence de cette histoire. Laurent Ruquier faisait partie de ce cercle restreint, tout comme Gérard Jugnot, assez proche pour être dans la confidence. Le grand public, lui, n'avait rien vu venir. C'est aussi ce décalage qui donnait à cette révélation une telle force. Pendant que les spectateurs ne percevaient d'elle qu'une silhouette publique, libre et brillante, quelques proches seulement savaient qu'une autre histoire se jouait dans l'ombre, dans un espace soigneusement préservé. Et pourtant, malgré cette confidence inattendue, elle avait gardé l'essentiel pour elle. Aucun nom, aucune présentation officielle, aucun détail capable de livrer entièrement cet homme au regard des autres. Elle avait semé des indices, oui, juste assez pour faire naître une présence, pour laisser deviner une carrure, une beauté, une fonction devenue lien, puis attachement. Mais jamais elle n'avait franchi la ligne qui aurait transformé cette relation en objet de curiosité publique. C'était comme si elle acceptait d'en ouvrir la porte, sans jamais permettre qu'on entre tout à fait. Elle-même avait laissé entendre que sa vie allait trop vite pour les grandes mises en scène sentimentales. Le travail prenait toute la place, les projets s'enchaînaient, les journées débordaient. Alors cette relation semblait exister dans une zone à part, presque parallèle, protégée du bruit, des regards, des obligations. Pas une histoire affichée, pas une romance racontée. Plutôt un territoire secret, maintenu en équilibre entre la réalité du quotidien et la volonté farouche de ne pas tout livrer. C'est sans doute pour cela qu'après sa disparition, tant de questions sont restées suspendues. Combien de temps cela avait-il duré? Cet homme était-il encore là dans les moments les plus difficiles? Avait-il accompagné les silences, les fatigues, les heures où le monde extérieur s'éloigne? Personne ne le sait vraiment. Et ce flou, au lieu d'affaiblir l'histoire, la rend presque plus poignante encore. Car au milieu des hommages, des larmes et de l'attention portée à ses proches, demeurait aussi cette image persistante. Celle d'un amour discret, jamais exhibé, mais assez fort pour laisser derrière lui une impression de manque, comme une présence que l'on ne voit pas, et qui pourtant continue de traverser toute son histoire. Ce qui rendait cette confidence encore plus troublante, c'est qu'elle ne tombait pas du ciel.
Elle s'inscrivait dans une manière d'aimer qui, chez Isabelle Mergo, semblait obéir à sa propre loi. Elle ne cherchait ni le confort des histoires attendues, ni les cadres rassurants qu'on aime tant imposer aux femmes publiques. Dans ses rares aveux sur le sujet, elle laissait au contraire apparaître un tempérament libre, direct, presque insolent dans sa sincérité. Elle assumait son attirance pour des hommes plus jeunes, avec cette façon bien à elle de mêler humour, provocation et vérité nue. Cette franchise, plusieurs médias l'ont relevée en rappelant ses propos sur son goût pour les hommes plus jeunes et sur sa manière d'aimer intensément, sans promettre la durée comme valeur suprême. Et soudain, tout ce que l'on croyait n'être qu'une formule prenait un autre relief. On comprenait que, chez elle, l'amour n'était pas une installation tiède, encore moins une habitude. C'était une secousse, une montée, un élan qu'elle préférait vivant, brûlant, parfois bref, plutôt que rangé dans les apparences de la stabilité. Lorsqu'elle lâchait qu'elle donnait tout, mais pas longtemps, cela ne ressemblait pas à une pirouette. Cela ressemblait plutôt à une profession de foi intime. Comme si elle refusait les demi-mesures jusque dans le sentiment. Comme si aimer, pour elle, devait rester un geste entier, quitte à ne pas durer selon les règles des autres. Ces confidences ont été rapportées dans les médias qui ont aussi évoqué cette relation restée très discrète. Alors l'image de cet homme prenait une autre épaisseur. Il n'était plus seulement ce compagnon secret aperçu en creux derrière quelques mots. Il devenait presque la preuve silencieuse qu'Isabelle Mergo était restée fidèle à elle-même jusqu'au bout. Fidèle à ses goûts, fidèle à son rythme, fidèle surtout à cette idée qu'une vie privée n'a pas à se livrer en pâture pour exister. Car chez elle, tout semblait tenir dans cette cohérence presque vertigineuse. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait une brèche, on comprenait d'un coup que tout avait toujours été là, profondément tenu, profondément pensé. La discrétion n'était pas un réflexe de défense passager. C'était une manière d'être. C'est peut-être cela qui bouleverse autant, rétrospectivement. D'un côté, une femme publique, brillante, drôle, immédiatement reconnaissable. De l'autre, une existence intime gardée presque intacte, comme un territoire sacré. Sa maladie elle-même, selon les hommages et articles publiés après l'annonce de sa disparition, avait été menée loin du vacarme, dans le même refus d'exposer ce qui comptait le plus. Et dans cette double réserve, sur la souffrance comme sur l'amour, il y avait quelque chose de profondément poignant. Comme si elle avait voulu rester maîtresse de l'essentiel jusqu'au dernier instant. Autour d'elle, les proches s'avèrent sans doute davantage. Le public, lui, ne ramassait qu'après coup les morceaux d'un puzzle qu'elle n'avait jamais eu l'intention de montrer en entier. Un mot ici, une silhouette là, un aveu furtif, une admiration trop spontanée pour être feinte, et puis ce silence toujours qui reprenait sa place aussitôt. C'est ce silence qui donne aujourd'hui à cette histoire sa force particulière, parce qu'il ne reste ni grande scène officielle, ni récit complet, ni certitude confortable. Il reste seulement l'impression très nette d'une femme qui aura aimé comme elle vivait, librement, intensément et sans jamais céder le cœur de son mystère. Et si ce mystère autour de sa vie privée fascinait autant, c'est aussi parce qu'Isabelle Mergo n'était pas une silhouette ordinaire du paysage français. Bien avant que l'on scrute ses silences, elle avait déjà imposé une présence qu'on n'oubliait pas. D'abord par ce visage, cette voix, ce phrasé immédiatement reconnaissable, puis par cette façon unique de surgir dans une scène et d'y laisser une trace plus forte que bien des premiers rôles. Dans les années de ses débuts, elle enchaîne les apparitions au cinéma et à la télévision. Mais c'est Prof qui l'a fait vraiment remarquer auprès du grand public, en installant cette énergie comique singulière qui allait devenir sa marque. Elle apparaît ensuite dans des séries populaires comme Marc et Sophie ou Navarro, ce qui renforce peu à peu sa notoriété. Puis sa trajectoire prend une autre couleur. Elle ne se contente plus d'être reconnue à l'écran. Elle devient aussi une voix, une présence, un tempérament que l'on attend. Son passage par Les Grosses Têtes, puis sa place dans l'univers de Laurent Ruquier, à la radio comme à la télévision, élargissent encore son public. Là, ce n'est plus seulement la comédienne que l'on découvre, mais la femme d'esprit, rapide, imprévisible, capable d'une repartie qui claque et d'une émotion qui affleure sans prévenir. Cette visibilité médiatique l'installe durablement dans le cœur des spectateurs.
Mais le véritable basculement, celui qui change tout, arrive lorsqu'elle passe derrière la caméra. Avec « Je vous trouve très beau », elle ne signe pas seulement un film, elle révèle une autre dimension d'elle-même. Le projet rencontre un large succès public, dépasse les 2 millions d'entrées, s'exporte à l'étranger et lui vaut le César du meilleur premier film. À partir de là, Isabelle Mergo n'est plus seulement une personnalité aimée. Elle devient une créatrice reconnue, capable de transformer sa sensibilité, son humour et son regard sur les êtres en œuvre populaire. Et ce succès n'avait rien d'accidentel. Dans « Je vous trouve très beau », il y avait déjà tout ce qui la rendait inimitable. Une drôlerie jamais mécanique, une tendresse rugueuse, un sens des failles humaines, une manière de faire rire sans empêcher la blessure d'exister. Elle poursuivra ensuite cette voie avec d'autres films comme Enfin veuve, Donnant Donnant et plus tard Des mains en or, tout en écrivant aussi pour le théâtre, où elle confirme encore cette liberté de ton et cette sensibilité à part. C'est peut-être là, au fond, que sa popularité s'est vraiment enracinée. Pas seulement dans une réplique, pas seulement dans un plateau, pas seulement dans un succès de cinéma, mais dans cette impression rare qu'elle donnait de ne ressembler à personne. Une femme capable de faire rire franchement, puis de glisser, presque sans bruit, vers quelque chose de plus fragile, de plus vrai. Et plus on repense à ce parcours, plus on comprend que derrière le secret de ces derniers mois se tenait aussi toute l'histoire d'une artiste qui avait appris, très tôt, à marquer les esprits sans jamais se livrer tout entière. Et plus on avançait dans son histoire, plus on comprenait que la vraie Isabelle Mergo se tenait loin des images toutes faites. Dans l'espace public, on voyait la femme libre, drôle, tranchante, capable d'un mot qui fait rire toute une salle. Mais dès qu'il s'agissait de sa vie personnelle, tout changeait. Le ton baissait, le rideau se refermait. Elle ne semblait jamais vouloir offrir son intimité en spectacle, comme si ce territoire-là devait rester à l'abri, intact, préservé du bruit. Cette discrétion revient constamment dans les portraits publiés sur elle, y compris lorsqu'ils évoquent sa fille adoptive et sa relation amoureuse restée longtemps secrète. Du côté de la vie de famille, un point émerge avec force. Isabelle Mergo n'a pas eu une vie maternelle classique, et c'est justement ce qui la rend encore plus singulière. Longtemps, elle a expliqué qu'elle n'avait jamais ressenti le désir d'avoir un enfant biologique. Puis sa trajectoire a basculé autrement, de façon plus inattendue, plus intime aussi, avec l'arrivée de Maya, sa fille adoptive, dont elle a parlé dans plusieurs interviews. Cette adoption était décrite comme une adoption simple, laissant à l'enfant un lien avec sa famille biologique, ce qui éclaire une part très profonde de sa sensibilité et de sa manière bien à elle de construire un foyer. Des articles récents ont aussi rappelé qu'un second projet d'adoption n'avait pas pu aller jusqu'à son terme. Et là encore, chez elle, rien ne ressemblait à un modèle figé. Il n'y avait pas l'image attendue d'un couple mis en avant, d'une famille exhibée, d'une maison ouverte aux ses regards. Il y avait autre chose, une organisation du cœur beaucoup plus secrète, presque parallèle au reste de sa vie. Côté sentimental, les sources publiques ne mentionnent pas de mari, mais plutôt des relations évoquées par fragments, avec cette volonté constante de garder l'essentiel hors champ. Pure People a notamment rappelé qu'elle avait eu pour ex-compagnon Antoine Duléry, puis qu'elle avait plus récemment parlé d'une petite relation avec un homme qu'elle refusait de présenter publiquement. Cette façon de compartimenter n'avait rien de froid. Au contraire, elle donnait l'impression d'une femme qui aimait profondément, mais à sa manière, sans accepter que les autres disposent librement de ce qu'elle avait de plus précieux. On imagine alors cette maison intérieure, invisible, faite de silences choisis, de liens tenus serrés, de présences qui n'avaient même pas besoin d'être montrées pour exister. Et puis il y avait aussi la maison réelle, celle où elle vivait. Dans un portrait publié par elle, Isabelle Mergo te racontait habiter à Pantin, dans une maison héritée de ses parents, une demeure qu'elle disait avoir entièrement transformée. Ce détail en dit long. Même son lieu de vie semblait porter à la fois la mémoire familiale et sa propre marque, comme si elle avait voulu reconstruire son univers sans rompre avec ce qu'il avait fondé. Alors peu à peu, le décor apparaît. Non pas celui d'une célébrité entourée de luxe tapageur, mais celui d'une femme attachée à un refuge, à une forme de continuité, à un chez-soi qui lui ressemblait. Une maison à Pantin. Une fille adoptive prénommée Maya.
Des amours tenus à distance des projecteurs. Pas de vie conjugale exposée, pas de récit familial livré clé en main au public. Seulement des indices, des confidences rares, et cette impression persistante qu'elle avait bâti sa vie privée comme on protège un feu fragile, avec vigilance, avec pudeur, avec une détermination que rien ne semblait pouvoir faire céder. Et pour comprendre vraiment Isabelle Mergo, il faut revenir en arrière, bien avant les confidences tardives, bien avant les silences qui ont tant frappé ceux qui l'ont suivie. Il faut la revoir au commencement, dans une enfance qui ne ressemblait pas tout à fait au récit lisse que l'on aime fabriquer après coup. Née à Paris, elle grandit à Aubervilliers, dans une famille cultivée, avec un père chirurgien et une mère chercheuse en médecine et dermatologue. Ce décor pourrait faire croire à un parcours tout tracé, presque sage. Mais chez elle, rien ne semblait vouloir entrer dans une ligne bien droite. Très tôt, l'école devient un terrain de friction, d'absence, de renvoi, de portes qui claquent. Elle finit par obtenir son baccalauréat en candidate libre, presque de justesse, comme si déjà se dessinait cette manière très personnelle d'avancer à contretemps, sans jamais suivre exactement la route prévue. Puis vient un autre détour, décisif. Elle passe par les beaux-arts avant que le théâtre ne s'impose peu à peu dans sa vie. Ce n'est pas un grand appel solennel, ni une entrée triomphale sous les projecteurs. C'est quelque chose de plus organique, presque de plus accidentel. En suivant une amie à des cours, elle s'approche de cet univers où la voix, le corps, la présence comptent autant que le texte. Et justement, sa voix, à elle, ne ressemble à aucune autre. Son chuintement, cette dyslalie qu'elle consulte un temps pour corriger, aurait pu être vécu comme un obstacle. Un orthophoniste lui conseille pourtant de conserver cette singularité, lui expliquant qu'elle pourrait devenir une force. Et c'est exactement ce qui se produit. Ce qui aurait pu l'effacer devient peu à peu sa signature, la trace sonore d'une personnalité impossible à confondre avec une autre. Les débuts, pourtant, n'ont rien d'un conte facile. Daniel Duval la remarque pendant un cours de théâtre et lui offre un premier rôle au cinéma dans La Dérobade. D'autres apparitions suivent, mais la mécanique du succès ne s'enclenche pas immédiatement. Elle tourne, passe des castings, attend, espère, encaisse les refus. Plus tard, elle dira elle-même qu'après une première pièce, elle croyait que tout allait enfin rouler, avant de découvrir que le téléphone pouvait rester désespérément silencieux. Cette période-là compte sans doute autant que les succès futurs, parce qu'elle forge déjà ce mélange de lucidité, d'humour sec et de ténacité qui ne la quittera plus. Dans les années suivantes, elle se glisse dans de nombreux seconds rôles au cinéma et à la télévision. On la voit dans Diva, Les hommes préfèrent les grosses, Pour 100 briques, t'as plus rien. Puis arrive Prof, film qui l'a fait réellement remarquer et lui donne une place plus nette dans le paysage populaire français. À l'écran, elle apporte quelque chose de très rare. Une drôlerie qui n'efface jamais complètement la faille, une présence qui déborde la simple mécanique comique. Le public la retient, les réalisateurs aussi. Puis elle apparaît dans des séries très suivies comme Marc et Sophie ou Navarro, consolidant peu à peu cette familiarité avec les spectateurs, cette impression qu'elle fait déjà partie du décor affectif de beaucoup de Français. Et pourtant, au moment où d'autres se seraient installés dans ce confort, Isabelle Mergo bifurque encore. Au début des années 1990, elle s'éloigne comme actrice et se consacre davantage à l'écriture, qu'elle décrit comme sa véritable passion. Elle écrit des scénarios, des dialogues, affine une voix d'autrice qui va bientôt trouver toute son ampleur. Ce passage est essentiel parce qu'il raconte une femme qui ne voulait pas seulement être vue, mais aussi inventer, construire, façonner des mondes à sa manière. Plus tard viendront la radio, Laurent Ruquier, les grosses têtes, les plateaux, les pièces de théâtre, puis surtout ce passage derrière la caméra qui changera tout avec « Je vous trouve très beau ». Mais avant même cette consécration, tout était déjà là. L'enfance indocile, la voix singulière, les détours, les refus, le travail en silence, et cette obstination presque secrète d'une femme qui avançait sans bruit, avant de devenir impossible à oublier. Au fond, quand on repense à Isabelle Mergo, ce n'est pas seulement une artiste que l'on voit disparaître. C'est une femme entière, libre, drôle, pudique et profondément humaine. Une femme qui a fait rire tant de gens, tout en gardant pour elle ses blessures, ses combats, ses peurs, ses élans du cœur. Et c'est peut-être cela qui touche le plus aujourd'hui. Derrière la voix, derrière l'humour,
Derrière la personnalité forte, il y avait une sensibilité immense, une solitude parfois, et une manière d'aimer sans bruit qui force le respect. Alors avant de juger, avant de réduire une vie à quelques titres ou à quelques confidences tardives, prenons un instant pour regarder cette histoire avec douceur, avec tendresse. Parce que certaines personnes ne demandent pas qu'on les plaigne, seulement qu'on les comprenne un peu mieux. Et Isabelle Mergo mérite cela. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle avec chaleur, avec gratitude, avec ce regard plus humain qui dépasse les apparences. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez de l'émotion en repensant à son parcours, laissez un mot doux en commentaire pour lui rendre hommage. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous pour faire vivre sa mémoire et de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir ensemble ces destins qui laissent une trace bien après le silence.